Minuit à Niamey, le ciel s'embrase. Des détonations secouent la capitale nigérienne. L'aéroport international, site le plus protégé du pays, est sous le feu d'un assaut d'envergure. Entre 1000 tonnes d'uranium stockées sur le tarmac, la présence de partenaires russes et des accusations diplomatiques explosives, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Niamey, ville de 1,6 million d'habitants, n'avait jamais connu un tel vacarme. Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, l'impensable se produit. L'aéroport international Diori Amani, cœur battant des échanges du pays et forteresse militaire, devient, pendant près de 2 heures, des détonations et des tirs d'armes lourdes ont fait trembler les murs de la capitale, plongeant la population dans une angoisse profonde. Cet événement ne constitue pas seulement un incident sécuritaire, il est le révélateur de tensions géopolitiques mondiales qui se cristallisent sur le sol nigérien. Entre la souveraineté revendiquée par le régime militaire, la présence de l'Africa Korps russe et un bras de fer autour de l'uranium avec l'ancienne puissance coloniale, l'aéroport de Niamey est devenu l'épicentre d'une crise multidimensionnelle. Dans cette vidéo, nous allons décrypter chaque minute de cette nuit d'assaut, analyser le bilan réel et explorer les dessous diplomatiques d'une attaque qui a failli faire basculer la région. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Tout commence peu avant minuit, ce mercredi 28 janvier 2026. Alors que Niamey s'apprête à dormir, les premiers crépitements d'armes automatiques déchirent le silence du quartier de l'aéroport. Rapidement, ces tirs de petit calibre sont rejoints par des détonations beaucoup plus lourdes, évoquant l'usage de mortiers. À l'intérieur de l'aérogare, c'est la panique. Des passagers en partance, surpris par la violence des échanges, abandonnent leurs bagages et fuient les installations à pied. Les vols internationaux qui devaient atterrir à Niamey sont déroutés en urgence vers des pays voisins, tandis que le ciel nocturne s'illumine de traînées lumineuses. Ces lumières sont le signe d'une défense anti-aérienne entrée en action, possiblement pour contrer une attaque de drone. Selon des sources locales et des agences de presse, les affrontements les plus intenses se sont concentrés sur un secteur sensible, la base aérienne Santin. L'assaut aurait été mené par des individus se déplaçant à moto, un mode opératoire classique des groupes mobiles dans le Sahel. Le ministère de la Défense nigérien parlera plus tard d'une riposte aéroterrestre vigoureuse. Pendant 1 heure, voire 2, selon certains témoignages, le secteur de l'aéroport est resté inaccessible, bouclé par un fort dispositif de sécurité. Le calme n'est revenu progressivement qu'en début de matinée, vers 2 heures GMT, laissant derrière lui une infrastructure marquée par les tirs et une armée en état d'alerte maximale. Des images satellites prises au lendemain de l'attaque montrent des zones de terrain brûlées à proximité immédiate de la piste de décollage, témoignant de l'ampleur des explosions. Le lendemain de l'attaque, le général Salifou Modi, ministre de la Défense, dresse un bilan officiel. Côté nigérien, 4 militaires ont été blessés. L'attaque a également provoqué l'incendie d'un stock de munitions sur la base militaire. Côté assaillant, le régime affirme avoir neutralisé 20 mercenaires. Fait marquant, la télévision publique nigérienne, en montrant les corps des assaillants, affirme qu'un Français figure parmi les morts. 11 autres assaillants auraient été capturés, la plupart grièvement blessés lors de la riposte. D'importants matériels de guerre ont également été récupérés par les forces nigériennes. Le bilan matériel civil est tout aussi préoccupant. 3 aéronefs commerciaux en stationnement sur le tarmac ont été touchés par des tirs à la sauvette lors de la fuite des assaillants. La compagnie Air Côte d'Ivoire a confirmé qu'un de ses Airbus A319 a été impacté au niveau du fuselage et de l'aile droite. 2 avions de la compagnie ASKI ont également subi des dommages. Fort heureusement, aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé car il se trouvait à l'extérieur des appareils au moment des faits. Ces incidents forcent cependant les compagnies à des immobilisations prolongées et à une réorganisation de leur programme de vol dans la sous-région. L'Italie, qui dispose de 300 militaires sur le site dans le cadre de la mission Missine, a rapidement communiqué par la voix de son ministre de la Défense, Guido Crosetto. Il a assuré que le personnel italien n'avait pas été impliqué dans les combats et qu'aucun de ses soldats n'avait été blessé. Pourquoi viser l'aéroport de Niamey? La réponse réside dans la base Santin, située à seulement 10 km de la présidence. Ce site est bien plus qu'une piste d'atterrissage. C'est le cœur de la puissance militaire nigérienne. Il abrite une base de l'armée de l'air, une installation de drones récemment construite et surtout le quartier général de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Depuis le coup d'État de juillet 2023, la base a radicalement changé de visage. Autrefois occupée par les troupes françaises et américaines, elle a vu ces dernières partir sous la pression du régime souverainiste fin 2023 et en 2024. Aujourd'hui, les instructeurs russes de l'Africa Korps y sont installés en force, marquant
le basculement du Niger vers de nouveaux parrainages militaires. Lors de l'attaque, le général Tiani a d'ailleurs spécifiquement félicité les partenaires russes pour avoir défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Outre les Russes, environ 300 militaires italiens de la mission Maïsine y stationnent toujours, faisant de ce périmètre un véritable carrefour international où cohabitent des forces de l'AES, des Européens et des paramilitaires russes. Attaquer ce site, c'est s'en prendre directement au symbole de la nouvelle architecture de sécurité du Sahel. L'une des hypothèses les plus fascinantes sur l'objectif de l'assaut concerne une cargaison précieuse, 1000 tonnes d'uranium concentré, appelé Yellow Cake. Ce stock massif a été acheminé par camion depuis les mines d'Arli, dans le nord, jusqu'à l'aéroport de Niamey en décembre 2025. Entreposé sous haute surveillance, cet uranium est au centre d'un conflit juridique et financier majeur avec le géant français Orano. Orano accuse l'État nigérien d'expropriation illégale et a menacé de poursuites judiciaires quiconque tenterait d'acheter ou de transporter ce stock. De son côté, le Niger envisage de vendre cet uranium à de nouveaux partenaires, notamment la Russie, mais le transport s'avère complexe. Début janvier, les conteneurs ont été déplacés vers une zone encore mieux protégée de l'aéroport après des semaines d'attente. De nombreux observateurs et partisans du régime soupçonnent que la présence de cet uranium a pu attiser les convoitises, voire motiver l'attaque. Certains internautes et médias locaux vont jusqu'à suggérer que l'objectif était de saboter ce stock pour empêcher sa vente ou créer un incident radiologique international afin de discréditer les autorités nigériennes. À ce jour, aucune information ne permet de confirmer si le stock d'uranium a été directement visé ou endommagé pendant les combats. L'identité des assaillants reste l'un des points les plus débattus. Le ministère de la Défense parle de mercenaires télécommandés, une terminologie qui suggère une manipulation extérieure plutôt qu'une initiative isolée. Cependant, pour de nombreux spécialistes de la sécurité au Sahel, l'hypothèse d'une attaque djihadiste demeure la plus crédible. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, lié à Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel, sont tous deux actifs dans la zone des trois frontières. À proximité de Niamey, le JNIM en particulier a pour habitude de cibler les institutions étatiques pour délégitimer les régimes en place. Le mode opératoire tir de mortiers, drones et commandos motorisés rappelle d'ailleurs l'attaque de l'aéroport de Bamako en septembre 2024. Pourtant, malgré l'ampleur de l'assaut, aucune revendication officielle n'a été publiée dans les heures suivant l'attaque. Des alertes concernant un risque imminent d'attaque terroriste circulaient pourtant depuis plusieurs jours dans la capitale. L'autorité nationale de l'aviation civile avait même convoqué une réunion de crise le 6 janvier pour prendre des mesures exceptionnelles. Si l'implication d'un groupe djihadiste se confirme, cela marquerait un tournant inquiétant. Le passage d'une guérilla rurale à des opérations de terreur urbaine visant le cœur des États sahéliens. Enfin, l'annonce de la mort d'un Français parmi les assaillants brouille les pistes. S'agit-il d'un mercenaire, d'un binational ou d'une mise en scène à des fins de propagande? La réponse à cette question reste floue car les sources officielles nigériennes n'ont pas encore fourni de preuves d'identité formelle à la presse internationale. La réaction politique du chef de l'État nigérien ne s'est pas fait attendre. Dans une déclaration ferme diffusée sur la radio publique La Voix du Sahel, le général Abdourahmane Tiani a directement mis en cause 3 chefs d'État étrangers. Il accuse nommément Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara d'être les sponsors de ces mercenaires. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter, a-t-il lancé, marquant un nouveau pic de tension diplomatique dans la région. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces accusations s'inscrivent dans un contexte de relations glaciales. Le Niger accuse régulièrement la France et le Bénin de chercher à déstabiliser son régime, des accusations que Paris et Cotonou ont toujours niées. La présence d'un avion d'Air Côte d'Ivoire touché sur le tarmac ajoute une couche de complexité à ce différend avec Abidjan. Pour le régime nigérien, cet assaut est la preuve d'une volonté extérieure de briser l'élan souverainiste de l'Alliance des États du Sahel. L'attaque de l'aéroport illustre parfaitement la nouvelle géopolitique du Sahel central. En se tournant vers la Russie pour sécuriser ses sites les plus stratégiques, le Niger a rompu avec des décennies d'influence occidentale. La félicitation publique adressée aux partenaires russes pour leur rôle dans la défense de l'aéroport montre que ce partenariat est désormais opérationnel et vital pour la survie du régime. Parallèlement, la coopération militaire avec le Mali et le Burkina Faso au sein de l'AES se renforce. La création d'une force unifiée dont le quartier général se trouve précisément sur le site attaqué prouve que les 3 pays entendent désormais gérer leur sécurité de manière autonome, loin des structures régionales classiques comme la CEDEAO. Cependant, cette autonomie
l'économie est mise à rude épreuve. Si les forces de l'AES et leurs alliés russes ont réussi à repousser l'assaut, la capacité des groupes armés à frapper au cœur de la capitale montre que les frontières poreuses et la fragilisation de l'ancienne coopération régionale créent des brèches sécuritaires que l'ennemi exploite avec audace. Derrière les explosions de l'aéroport se cache une réalité plus sombre, un pays au bord de la rupture. Sur le plan sécuritaire, malgré les promesses de restauration de l'ordre, les pertes militaires s'accumulent. En mai 2025, 58 soldats ont été tués à Hénouane et 40 autres à Falmey peu après. Le moral des troupes est une source d'inquiétude, des mutineries ont éclaté, notamment à Termit, et certains soldats refusent de partir au front, faute de munitions suffisantes. Économiquement, la situation est alarmante. Le Niger affiche une inflation de 9,1% et une dette impayée de 519 millions de dollars. Près de 45% de la population vit dans l'extrême pauvreté et plus de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Le blocage du pipeline Niger-Bénin en raison des tensions diplomatiques prive le pays d'une rente annuelle estimée à 500 millions de dollars, aggravant une crise de liquidité qui affecte le paiement des salaires et des pensions. La crise est aussi humanitaire. Le retrait de nombreuses ONG internationales a fragilisé l'accès aux soins et à l'eau potable pour les 500 000 déplacés internes du pays. Près de 1000 écoles sont fermées, privant toute une génération d'avenir. Dans ce contexte, l'attaque de l'aéroport agit comme un signal d'alarme. Désigner des responsables extérieurs ne pourra pas masquer indéfiniment les défis internes monumentaux auxquels le pays fait face. L'attaque de l'aéroport Diori-Hamani n'est pas un simple fait divers. C'est le reflet d'un Niger à la croisée des chemins. Si la riposte militaire a permis d'éviter un désastre, elle révèle la vulnérabilité des infrastructures les plus protégées du pays face à des menaces hybrides. Pour l'avenir, plusieurs questions restent en suspens. Comment le Niger va-t-il stabiliser son économie alors que ses ressources, comme l'uranium et le pétrole, sont au cœur de conflits diplomatiques paralysants? La nouvelle alliance avec la Russie sera-t-elle suffisante pour endiguer la progression des groupes djihadistes vers les zones urbaines? La stabilité de la région dépendra de la capacité des autorités à restaurer non seulement la sécurité, mais aussi la confiance des citoyens et des partenaires économiques. L'attaque de Niamey nous rappelle que dans le Sahel d'aujourd'hui, le ciel peut s'embraser à tout moment et que chaque balle tirée a des résonances bien au-delà des frontières du Niger. Que pensez-vous des accusations portées par le général Tiani? S'agit-il d'une menace terroriste classique ou d'une déstabilisation orchestrée de l'extérieur? Partagez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. À très vite pour un prochain décryptage.